Donc, maintenant, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus encore controversé. Je dirais même pas controversé, puisque je vais vous parler de quelque chose qui est interdit en France. Et je... Ah non, c'est pas encore ça, oui. Oui, excusez-moi. Décidément, c'est un peu improvisé. Hein. Oui. Donc là, je vais parler, avant de parler du direct to consumer, je vais parler de dépistage systématique préconceptionnel de maladies génétiques. Alors, j'avais déjà parlé il y a 3 ans dans une série de cours, donc je ferai assez rapidement pour aller sur des développements peut-être récents, mais il faut rappeler quand même. La raison de parler de ça, c'est que parmi les maladies génétiques, vous avez des maladies récessives qui sont celles qui surviennent quand les deux parents sont porteurs sains de mutations dans le même gène, et donc ce qu'on appelle ce couple à risque, souvent sans qu'ils le sachent, il y a un risque sur 4 que, à chaque grossesse, l'enfant hérite sur des mutations, des 2 mutations parentales, et soit atteint par la maladie récessive. Pour les maladies liées au chromosome X, un garçon, il suffit qu'il ait la mutation sur le chromosome X qu'il a hérité de sa mère, et comme il a un seul chromosome X, il va avoir développé la maladie, mais la mère porteuse de la mutation ayant, elle, 2 chromosomes X, la plupart du temps, n'exprime pas la pathologie, donc elle est à risque d'avoir un enfant atteint, là aussi, souvent, sans le savoir. Et donc, en 2011, il y a un article des États-Unis de Stephen Kingsmore, qui à l'époque était à Kansas City, il est en Californie maintenant, qui a publié un article qui avait fait pas mal qui a eu pas mal de retentissement, en montrant que grâce au séquençage à haut débit, donc on pouvait séquencer non pas les 22 000 gènes, mais séquencer ce qu'on appelle les techniques de capture sélective, simplement dans ce cas les 450 gènes associés à des maladies pédiatriques récessives sévères. Et ce faisant, ça permettait de détecter les personnes qui étaient porteuses de mutations pathogéniques dans l'un de ces gènes. Il avait calculé qu'en moyenne, il trouvait simplement pour ces 450 gènes, donc c'est des maladies pédiatriques particulièrement sévères, hors d'ailleurs déficience intellectuelle, pour des raisons pas évidentes, mais enfin, il avait calculé qu'il y avait environ que chaque personne était porteuse de 3 mutations en moyenne dans ces gènes. Et il concluait que grâce à cette technique, on pouvait maintenant faire un dépistage dans la population générale des personnes qui sont porteuses donc de telles mutations et éventuellement à risque d'avoir des enfants atteints, et que ceci permettrait soit de réduire l'incidence, alors il citait la possibilité de diagnostic préimplantatoire, ou d'améliorer la prise en charge, ameliorate suffering, c'est-à-dire de pouvoir peut-être avoir une meilleure prise en charge parce qu'on aurait fait un diagnostic très précoce puisqu'on sait que les parents seraient à risque. Bon, je pense que c'est un peu spécieux, mais c'est un papier américain et ils n'osent pas trop parler d'interruption de grossesse et de diagnostic prénatal. Donc il y avait un aspect
politically correct. Et il disait que voilà, le test, simplement le test analytique, sans l'interprétation, etc., et le conseil génétique, c'était environ $400 par personne. Donc, lui disait, voilà, ça devrait permettre de faire ce qu'on peut appeler du diagnostic préconceptionnel. Hein, par opposition, le diagnostic prénatal, c'est de savoir si l'enfant à naître est atteint d'une maladie. Le diagnostic préconceptionnel, c'est de savoir est-ce que le couple est à risque d'avoir un enfant malade. Donc ça devient possible et cela pose évidemment le problème de limites éthiques. Finalement, est-ce que c'est un eugénisme débridé et est-ce que c'est le rôle de la médecine finalement de prévenir, mais c'est ce qu'on fait déjà pour la trisomie 21 quand même, de prévenir, faire la prévention de maladies en fait en faisant du diagnostic prénatal et en interrompant des grossesses. Et d'autre part, si on décidait qu'on pouvait le faire, quelles sont les limites des maladies pour lesquelles on va le faire en termes de gravité, de coûts en santé publique? Je donne par exemple souvent comme exemple, par exemple les surdités congénitales. Est-ce que c'est acceptable de dépister les couples à risque d'avoir des enfants atteints de surdité congénitale? Et là, notamment, les associations de malentendants sont extrêmement opposées et ce qu'ils disent, c'est que finalement, les personnes avec surdité ont un langage qui est le langage des signes. Et si le reste de la société ne comprend pas le langage, c'est leur problème, ce n'est pas le problème des gens qui ont ce langage, comme si décider, n'est-ce pas, qu'il fallait interrompre, je ne sais pas, les naissances chez les Chinois parce qu'on ne comprend pas le chinois. Donc, si vous voulez, par exemple, voilà, c'est les surdités congénitales. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut permettre ou qu'il faut interdire si on faisait du dépistage préconceptionnel? La déficience mentale ou retard mental légère, c'est aussi un problème. Je m'intéresse beaucoup à la déficience mentale. Qu'est-ce qu'on appelle déficience mentale officiellement? C'est, je dirais, un QI entre 50 et 70. Ça, c'est la définition officielle. Au-delà, moins de 50, c'est ce qu'on appelle un retard mental modéré. Moins de 30, c'est un retard mental sévère. Donc, souvent, on va dire, bon, voilà, un retard mental léger. Certains vont dire que ça ne justifie pas un diagnostic prénatal, une interruption de grossesse. Mais la question que souvent je pose, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle, notre société est accueillante aux personnes qui sont un peu moins performantes? Quelle est la manière dont la société accueille ces personnes? Déjà, notre système éducatif, où les enfants qui sont un peu en retard, on trouve que ça retarde l'ensemble de la classe, donc c'est pas bien. Et on sait que, notamment dans le nord de la France, les parents qui ont des enfants avec une déficience intellectuelle légère préfèrent les mettre en classe en Belgique, où le système est plus tolérant que le système français. Donc je dirais que c'est des vraies questions qui dépassent la génétique. Et puis, le diagnostic préconceptionnel dans la population générale, c'est effectivement 800 000 couples par an qui ont un enfant. Alors effectivement, il y en a certains qui vont avoir 2 enfants, donc on n'aura pas besoin de les retester. Mais enfin, ça fait quand même beaucoup de monde. Beaucoup de monde, ça fait à la fois un marché extrêmement important, donc on peut se dire qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés de développer ce marché. Mais d'autre part,
la question, c'est oui, si c'est le système de santé qui doit payer, est-ce que c'est quelque chose qui est supportable? Et puis, on verra qu'il y a aussi des limites liées aux connaissances insuffisantes, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours capable de savoir est-ce que tel variant dans tel gène est vraiment responsable de la maladie sévère ou d'une forme peut-être beaucoup moins sévère, ou même peut-être pas du tout. Donc on n'est pas toujours capable de reconnaître, ou même souvent, on n'est pas capable, si c'est des choses qui ont déjà été vues très souvent chez des patients, ça va, mais pour des maladies rares, on trouve quelquefois des variants dont on se dit, oui, ils ont l'air pathogéniques, mais on n'est pas tout à fait sûr. Alors quand même, cette histoire de diagnostic préconceptionnel, c'est pas nouveau, c'est même très... Ça a plus de 30 ans, puisque ça s'est fait, ou ça se fait, pardon, ça se fait dans différents pays, mais pour des maladies génétiques qui sont particulièrement fréquentes dans une population donnée. Donc ce n'est pas pour l'ensemble des maladies pédiatriques graves, mais pour des populations où il y a une ou plusieurs maladies génétiques qui sont particulièrement fréquentes. Et notamment, ça a été le cas pour les pays méditerranéens, surtout, disons, sud de l'Italie, Sardaigne, Grèce, Crète, etc., pour une maladie des gènes globines, la bêta-thalassémie, qui est particulièrement fréquente dans ces pays. C'est aussi fréquent dans les pays tels que l'Asie du Sud-Est. Mais là, il y a eu des stratégies qui ont été développées pour les bêta-thalassémies dans ces pays, surtout du nord de la Méditerranée. Et puis, il y a d'autres maladies qui sont, pour des raisons de génétique de population, de populations relativement homogènes, qui sont particulièrement fréquentes chez les juifs ashkénazes. Et à partir d'une de ces maladies, la maladie de Tay-Sachs, qui était une maladie neurologique gravissime, qui était présente à une beaucoup plus grande fréquence chez les juifs ashkénazes que dans toute autre population, a été développée des stratégies de dépistage systématique dans les populations juives ashkénazes en Israël, US et Canada, des porteurs sains de mutation Tay-Sachs. Et petit à petit, ça s'est élargi à tout un ensemble de maladies. Et donc voilà, la question c'est est-ce que c'est quelque chose qu'il faut développer? Alors, j'aurais dû peut-être passer une dia avant, mais puisque en France, par exemple, à l'heure actuelle, il y a eu à plusieurs reprises, je crois à 2 reprises, des avis du Comité consultatif national d'éthique auquel a été posée la question pour la maladie génétique qui est la plus fréquente en France, qui est la mucoviscidose, qui touche à peu près une naissance sur 2500 à 3000, ce qui fait qu'il y a à peu près une personne sur 25, donc plusieurs personnes dans cette salle, dont l'orateur d'ailleurs, qui sont hétérozygotes, porteurs d'une mutation dans le gène CFTR. Et donc, à 2 reprises, le Comité national d'éthique a rendu un avis défavorable au diagnostic préconceptionnel à dépister dans la population les porteurs de mutations mucoviscidose. Et cet avis était basé sur le fait qu'il y aurait une incertitude sur la sévérité de la maladie tant que la maladie ne s'est pas déjà déclarée dans la famille, et que comme il y a incertitude, il ne faut pas proposer ce dépistage préconceptionnel. Par contre, ce qui se fait en France et que le Comité national d'éthique
je dirais, approuvé d'une certaine manière, c'est dans des familles où il y a déjà un enfant atteint, non seulement on peut proposer le diagnostic prénatal pour les grossesses suivantes, mais on a le droit de faire du dépistage en cascade, c'est-à-dire de dire, ben voilà, les frères et sœurs de l'enfant atteint ou les frères et sœurs des parents ont une probabilité, en général un demi ou deux tiers, d'être porteurs sains. Donc, on va savoir lesquels sont porteurs sains. On peut dépister quels sont les apparentés qui sont porteurs sains. Et si on trouve un apparenté qui est porteur sain et qu'il il est en couple et a des intentions, des projets d'enfants, eh bien, on va tester le conjoint qui, lui, ne fait pas partie d'une famille qui avait des cas de mucoviscidose, mais on va regarder est-ce qu'il a au moins les porteurs des mutations les plus fréquentes dans la population française. Donc, moi, j'explicite ça en disant, voilà, en France, on estime qu'il est éthique d'éviter la deuxième naissance d'un enfant avec mucoviscidose dans une famille où il y a déjà eu un enfant, mais par contre, on estime que ça n'est pas éthique de faire un test qui permettrait éventuellement de prévenir la naissance du premier enfant. Donc moi, je vois pas très bien, ça c'est une question que j'ai souvent posée, quelle est la différence éthique entre le deuxième enfant et le premier. Alors, la réponse qui est en fait dans l'avis du Comité national d'éthique, c'est s'il y a déjà un enfant atteint et que c'est sévère, donc on sait que c'est sévère dans la famille. Sauf que pour une maladie qui est aussi bien connue que la mucoviscidose, je dirais dans 95% des cas, on sait suffisamment de choses sur les mutations qui sont responsables de mucoviscidose pour avoir une assez bonne idée de la sévérité liée à telle ou telle mutation, parce que de toute façon, même au sein d'une même famille, la sévérité peut être variable entre des enfants qui ont exactement les mêmes mutations. Alors, ce n'est pas parce qu'on est dans la même famille et qu'on a les mêmes mutations que la sévérité sera toujours identique. Donc finalement, alors il existe de temps en temps, quand c'est des mutations qu'on n'a jamais vues ou qui ont été très rarement retrouvées, on peut effectivement avoir une incertitude sur la sévérité, mais je dirais pour des maladies comme la mucoviscidose, où il y a des milliers de mutations qui sont maintenant connues, bien caractérisées, etc., cet argument de dire on ne sait pas trop quelle va être la sévérité, donc il faut attendre la naissance du premier enfant pour pouvoir dire si ça vaut le coup ou si c'est acceptable de faire un DPN, je trouve que c'est un argument très, très spécieux. Alors simplement, donc, un peu d'historique sur le diagnostic préconceptionnel. Je dirais qu'il y a eu trois histoires contrastées. La première, qui fut un échec total, était en 1972 aux États-Unis, où des gens bien intentionnés ont décidé qu'il fallait organiser le dépistage des porteurs sains à risque d'avoir des enfants atteints d'anémie falciforme, qui est aussi une maladie de l'hémoglobine, de la bêta-globine, qui est fréquente, en fait, uniquement, en tout cas aux États-Unis, dans la population afro-américaine. Et ce fut un échec complet. Pourquoi ? Parce que les choses avaient été, on s'est aperçu après évidemment, mal prévues, parce que d'abord, c'était des spécialistes venant d'une partie, évidemment les European American, qui avaient décidé qu'il fallait faire ça et l'appliquer à une population afro-américaine à l'époque où il y avait encore beaucoup plus que maintenant des aspects évidemment de politique raciale.
Et ensuite, ils n'avaient pas prévu comment est-ce qu'on allait informer les personnes qui seraient trouvées porteuses. Et à l'époque, il n'y avait pas encore le diagnostic prénatal possible pour l'anémie falciforme. Donc, d'une certaine manière, la seule chose qu'on pouvait conseiller à un couple où les deux personnes étaient porteuses d'une mutation anémie falciforme, c'est de leur dire, écoutez, faites pas d'enfants ou changez de partenaire. Évidemment, qui sont deux choses qui ne marchent pas. Il n'y a pas un médecin qui va vous dire, voilà, vous n'avez pas le droit de faire des enfants pendant le reste de votre vie, ou alors il faut changer de partenaire. Donc, et en plus, l'information était mal faite, donc certaines des personnes qui étaient diagnostiquées comme étant porteuses avaient compris ou avaient fait comprendre que c'était elles qui étaient atteintes. Donc ça a été vraiment un grand échec, mais qui a permis de comprendre que, effectivement, pour pouvoir faire ce genre de choses, il fallait une éducation de la population à risque sur qu'est-ce qu'on peut proposer, pourquoi est-ce qu'on veut faire de tels dépistages. Et puis, entre-temps, à partir de 1975, il y a des possibilités de diagnostic prénatal. Et effectivement, ça devenait une option. Si on trouve qu'un couple est à risque, on a quelque chose à proposer, et pas simplement de dire « faites pas d'enfants » ou « changez de partenaire ». Donc, à partir du milieu des années 70, ça a été fait pour la maladie de Tay-Sachs dans la population juive ashkénaze en Amérique du Nord et puis en Israël. Et à partir de 1975, notamment, je crois que ça a commencé en Sardaigne, c'est quelqu'un qui s'appelait Antonio Cao qui a été vraiment la cheville ouvrière pour développer le dépistage des personnes à risque de transmettre d'avoir des enfants atteints de bêta-thalassémie, mais en accompagnant ça d'une un effort important d'information qui, par exemple, en tout cas je sais en Sardaigne, commençait par une information à l'école. C'est-à-dire les adolescents, on leur parlait de la thalassémie, qu'est-ce que c'était, pourquoi est-ce que c'était important de dépister ça. C'est une maladie qui était extrêmement sévère. Et là, ça vous donne, en Sardaigne par exemple, avant donc, les années 75, il y avait environ 110 naissances d'enfants bêta-thalassémiques par an en Sardaigne. Et donc, ils ont commencé à faire, vers la fin des années 70, ce dépistage. Et vous voyez que à partir du milieu des années 85, fin des années 80, il y en avait moins de 10, et c'est resté effectivement donc un taux très faible de naissance d'enfants thalassémiques. Pour la maladie de Tay-Sachs, là j'ai des données entre 1969 et 1998, je pense que c'est des données américaines. Il y avait eu 1,3 million de personnes testées, près de 50 000 porteurs sains identifiés, 3 000 grossesses suivies chez donc, des couples à risque, 604 fœtus et effectivement 580 interruptions de grossesse, ce qui fait que la maladie de Tay-Sachs, qui était avant très fréquente dans cette population donc, des juifs ashkénazes aux US, au Canada et en Israël, je dirais, a quasiment disparu et est devenu rarissime. Alors, un article que j'avais trouvé intéressant, parce qu'il y a toujours cette question, oui, mais si on fait comme ça du dépistage et que finalement ça revient à interrompre les grossesses des enfants atteints, est-ce que ça veut dire que finalement il n'y aura plus personne pour s'intéresser à la prise en charge médicale des enfants qui auraient échappé à ce dépistage, etc., et qui seraient malades?
Et donc dans cet article que j'ai trouvé tout à fait intéressant, dans l'American Journal of Human Genetics, il donnait l'exemple de Chypre, donc c'est un pays méditerranéen pour les bêta-thalassémies, où à l'époque, avant que soit fait le dépistage des porteurs sains, il n'y avait pas suffisamment de sang disponible pour les transfusions nécessaires à la prise en charge des bêta-thalassémiques. Et donc, il concluait que la diminution du nombre de patients a bénéficié à ceux qui ont la thalassémie parce que ça permettait effectivement d'avoir une meilleure disposition de traitement pour un nombre plus faible de malades. Et un autre exemple aussi qui montre que finalement la politique de prévention par le dépistage préconceptionnel n'est pas antinomique d'une amélioration de la prise en charge, qui est liée évidemment à une meilleure connaissance de la maladie, à des meilleures possibilités thérapeutiques. Il cite ici, entre 1949 et 1957, dans la région de Ferrare, pour la bêta-thalassémie, seulement 9% des patients dépassaient l'âge de 6 ans. Vers la fin des années 70, la moitié des patients italiens mouraient avant l'âge de 12 ans, alors qu'en 2009, 60% des patients avaient plus de 30 ans et la survie et les conditions même de vie étaient meilleures pour ceux des patients qui étaient nés plus récemment. Et la même chose à Chypre, où dit il y a une bien meilleure survie actuellement des patients thalassémiques, notamment par une meilleure gestion des problèmes cardiaques. Donc, si vous voulez, je pense que c'est intéressant de montrer que d'avoir éventuellement des politiques de prévention n'est pas antinomique ou peut-être même au contraire, ça permet d'avoir une meilleure prise en charge pour un nombre de patients plus limité. Et donc, je vous avais donné l'exemple de la maladie de Tay-Sachs. Il y avait en fait toute une série de maladies qui, pour ces raisons de génétique de population et d'effets, ce qu'on appelle les effets fondateurs, sont plus fréquentes chez les juifs ashkénazes. Et donc, petit à petit, puisqu'il y avait déjà ce carrier screening, donc ce dépistage des porteurs pour la maladie de Tay-Sachs, ils ont, au cours du temps, rajouté d'autres maladies, notamment quand les tests de détection de mutation ont été possibles. Et là, finalement, à l'époque de ce papier, ce qui était proposé, donc ici, c'est un papier américain, donc juifs ashkénazes dans les communautés américaines, c'est une série de 16 maladies, et ils avaient la liberté de prendre toutes les 16 ou de n'en prendre que, je ne sais pas, ceux qui pensaient être les plus sévères, etc. Et ce que ce papier dit, c'est que finalement, la quasi-totalité des couples demandent d'avoir le dépistage pour les 16 maladies et pas juste pour l'une ou l'autre des maladies. Et il dit que ce développement des tests a été vraiment poussé par la communauté et par les parents, et pas tellement par les professionnels. Et donc, au cours du temps, 92, 96, il y a eu de plus en plus de maladies qui ont été ajoutées, et il est que voilà, les parents voulaient des tests pour le plus possible de maladies très handicapantes ou neurodégénératives. Et donc, ceci a conduit à une forte diminution des naissances pour
de patients atteints par ces maladies. Et donc, l'association des généticiens médicaux et l'association des obstétriciens gynécologistes, effectivement, disait que c'était le standard of care, c'est-à-dire ce qu'il fallait proposer pour les familles qui viennent de cette communauté ethnique. Je vais passer peut-être... une chose qui est peut-être intéressante, parce que ceux qui sont opposés notamment sur cette question de sévérité, c'est de dire oui, mais on va dépister de temps en temps des mutations qui sont moins sévères, et puis les gens vont quand même interrompre la grossesse, même si c'est moins sévère. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un cas intéressant, puisque parmi les maladies, disons, fréquentes chez les juifs ashkénazes, il y a une maladie lysosomale qui s'appelle la maladie de Gaucher, qui peut être extrêmement sévère, mais il y a une mutation qui est particulièrement fréquente, qui est un faux sens, N376, et on sait que les homozygotes pour la mutation N370S ont en général une maladie peu sévère, avec une pénétrance même incomplète. Et il disait que finalement, il y avait 14 fœtus qui avaient été trouvés comme homozygotes pour cette mutation associée à un phénotype peu sévère, et 13 des 14 ont été, la grossesse a été poursuivie. Donc ça montre que ce n'est pas éventuellement automatiquement que, parce qu'on dit voilà, il y a une mutation, si vraiment il y a une certitude que le phénotype sera peu sévère, les gens vont souvent décider de garder la grossesse. Donc ça, c'est un aspect intéressant. Voilà. Alors, je crois que c'est effectivement... si on passe à une génération des maladies, voilà, on retrouve cette question que certains posent. S'il n'y a plus de malades, ou beaucoup moins, il n'y aura plus de recherche, notamment de recherche thérapeutique. Il y aura peut-être aussi disparition de compétences pour soigner, discrimination envers les parents, donc, ou même peut-être une contrainte étatique. Donc ça, j'ai essayé de montrer, en tout cas dans le cas des thalassémies, que ce n'est pas ce qui semblait être arrivé, qu'au contraire, la diminution de patients avait, d'une certaine manière, permis aussi une meilleure prise en charge de ceux qui étaient nés. Et puis, il y a un autre aspect, alors, très difficile d'en parler, parce que, notamment en France, on n'aime pas faire ce type de calcul économique, mais je pense qu'il faut quand même en parler. Par exemple, justement, pour cette maladie de Gaucher, où il y a une thérapeutique pour ceux qui sont atteints de formes sévères mais non neurologiques, c'est important. Il y a un traitement où on apporte l'enzyme déficiente. Ce traitement coûte à l'heure actuelle entre 200 à 300 000 euros par an, et à partir, je dirais, à vie. Donc, il y a des pays, et la France en est pour le moment où ceci est pris en charge pour les patients qui peuvent bénéficier de cette thérapeutique, mais éventuellement, on pourrait se dire que s'il y a beaucoup de cas où il y a des traitements à ce coût-là, il y a de plus en plus de pays qui vont dire mais là on n'est pas capable de suivre. À l'heure actuelle, on avait parlé l'an dernier d'un nouveau traitement tout à fait intéressant
pour une forme particulière de mucoviscidose qui est liée à une mutation bien particulière, la mutation G551D, où il y a très récemment une thérapeutique pharmacologique qui a été développée. Et le coût de ce traitement est lui aussi environ $300 000 par an, et ce qui pose quand même des problèmes. Il y a des pays ou des assurances médicales aux États-Unis qui ne veulent pas prendre en charge des coûts de ce type. Alors, pour donner par exemple un aspect international, puisqu'on parle de la mucoviscidose finalement, c'est la maladie la plus fréquente la maladie génétique la plus fréquente en France, en tout cas la maladie sévère, pédiatrique sévère, la plus fréquente. Sur cet aspect de dépistage préconceptionnel, bien, les associations professionnelles de généticiens ou de gynécologues obstétriciens aux États-Unis et aussi en Australie recommandent comme bonne pratique qu'on propose aux couples, et notamment en tout cas aux femmes, puisque c'est les gynécologues au départ qui voient les femmes qui veulent avoir une grossesse ou qui sont en début de grossesse, que le dépistage de celles qui sont porteuses, enfin le dépistage permet de détecter celles qui sont porteuses, et éventuellement à ce moment-là, pour celles qui sont porteuses, on va tester le conjoint pour voir s'il s'agit d'un couple à risque. Par contre, au Royaume-Uni, il n'y a pas eu ou au Canada, il n'y a pas eu un tel consensus, bien qu'il y ait eu des études pilotes qui aient été faites, mais ça n'est pas considéré comme les bonnes pratiques aux États-Unis. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques, ce qui fait sans doute, vous savez que le système américain, évidemment, et ce qu'on appelle les procès pour malpractice peuvent être extrêmement embêtants pour un médecin. Et donc, si c'est considéré comme étant bonne pratique, un médecin qui ne proposerait pas à une femme de faire le test de dépistage, et si il ne l'a pas proposé et qu'elle a un enfant atteint de mucoviscidose, éventuellement, elle pourra se retourner contre lui parce que les organisations professionnelles ont proposé que c'était... Alors, pour une autre, par exemple, une maladie musculaire très sévère, qui est la myotrophie spinale, là aussi, il y a, même aux USA, les généticiens proposent que le dépistage devrait être fait. Les gynécologues n'étaient pas aussi convaincus. Donc, vous voyez que c'est quelque chose où il y a quand même des discussions. Mais pour vous donner un exemple quand même pour la mucoviscidose, il s'agit donc d'un papier publié en 2011 par une boîte privée, les laboratoires de Genzyme, qui font du dépistage dans la population générale de porteurs de mutations mucoviscidose. En 2011, ils avaient déjà testé 365 000 individus, uniquement 7 compagnies. Alors c'est peut-être la plus importante, mais enfin 365 000 personnes sans histoire familiale de mucoviscidose, et ils détectaient en moyenne un couple à risque sur 1400. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui était très développé, alors qu'en France, si on regarde les choses, cet article de Claude Ferrec, un grand spécialiste de la mucoviscidose, indique où il regarde quelle est la fréquence des naissances d'enfants avec mucoviscidose au cours du temps. Et en Bretagne, la Bretagne, c'est une maladie qui est particulièrement fréquente parce que les mutations sont particulièrement fréquentes dans la population bretonne. Donc, jusque dans les années 80, ils étaient à peu près à 18 naissances d'enfants atteints de mucoviscidose. Et donc, le gène a été trouvé en 1987. Et depuis, a commencé à se développer le diagnostic prénatal dans les familles où il y avait déjà un enfant atteint.
et on a une baisse de 18 à 12. Mais depuis, c'est resté stable. Et donc, il dit, on a observé une baisse de 40% du taux de naissance qui est suite aux possibilités de diagnostic prénatal, mais ensuite, c'est resté stable. Pourquoi ? Parce que comme on fait, le diagnostic prénatal permet d'éviter une deuxième naissance dans une famille où il y a déjà une première naissance d'enfants atteints, seul le diagnostic préconceptionnel permettrait éventuellement, si on le souhaitait, de faire baisser le taux encore plus. Et donc ça, c'est cet avis du Conseil national d'éthique où il dit, pour la mutation gène mucoviscidose, la variabilité de l'expression de la maladie est liée à l'existence de facteurs génétiques et non génétiques modificateurs dont le plus grand nombre reste à identifier. Ainsi, s'il est raisonnable de prendre en compte la gravité de l'expression de la maladie dans la famille proche, c'est-à-dire une famille qui a déjà eu un enfant atteint, gravité qui résulte de la présence de facteurs génétiques modificateurs, la plus grande prudence s'impose s'agissant de l'appréciation de la gravité lorsqu'il n'y a aucun antécédent familial. Il existe aujourd'hui un risque de majorer l'estimation de la gravité. Sauf que, je veux dire, pour un généticien, moi je trouve que ça ne tient absolument pas, parce que les facteurs modificateurs, même au sein d'une même famille, pour deux frères, un frère, une sœur, ils ne vont pas avoir hérité des mêmes gènes modificateurs. Donc si vraiment il y a de tels gènes modificateurs qui ont un effet fort, ce n'est pas parce qu'il y a un enfant qui est atteint moins sévèrement que l'autre sera aussi atteint moins sévèrement. C'est un raisonnement qui ne tient pas. Enfin bon. Et donc, il disait, voilà, l'interrogation sur la valeur prédictive de ces mutations en termes de gravité et d'incurabilité doit rester centrale. Elle constitue aujourd'hui une limite à la généralisation rapide de ces tests. Donc, en fait, c'était un avis défavorable et personne ne fait ça en France. Je vais passer. Pour l'exemple d'Israël, parce que là, c'est l'exemple complètement contraire. Alors, certains le trouvent aller beaucoup trop dans le sens contraire. Mais en Israël, à partir de la maladie de Tay-Sachs, où c'est quelque chose qui a été pris en charge au niveau du système de santé, etc., ils ont commencé à ajouter toute une série de maladies et proposer donc un programme de dépistage, y compris à une maladie qui n'était pas spécifique des juifs ashkénazes, qui est la mucoviscidose. Donc ils ont ajouté la mucoviscidose, ils ont ajouté le syndrome l'IOX, le syndrome de retard mental avec X fragile, ils ont ajouté l'amyotrophie spinale, et ceci est un programme d'État qui est free of charge, donc pris en charge par l'État, donc pour le dépistage des porteurs donc de mutations, mucoviscidose, Fragile X, amyotrophie spinale, et selon les populations, alors là c'est une caractéristique tout à fait spécifique d'Israël qu'on peut discuter, mais selon la sous-population israélienne, pour toutes les maladies sévères où la fréquence des porteurs est de 1 sur 60 ou plus élevée. Et là, je vais vous montrer extrait d'un article de quelqu'un qui travaille au ministère de la Santé, un généticien qui travaille au ministère de la Santé israélien, quelque chose qui serait impensable en France, c'est que vous avez une liste de maladies où le test de dépistage va être remboursé en fonction de l'origine ethnique du couple. Donc, pour tout le monde, vous aurez mucoviscidose, Fragile X, SMA, ça va être pour tout le monde. Que ce soit des juifs ashkénazes ou que ce soit des
des Arabes chrétiens ou que ça soit des Arabes musulmans. Voilà. Mais autrement, vous allez avoir des choses qui, donc pour les Ashkénazes, vous avez Tay-Sachs, Canavan, North African Jews, vous avez la thalassémie, si Jews from Morocco, progressive cerebellar atrophy, Jews from Yemen, métachromatique leukodystrophie, et puis ça continue, Christian Arabs, dont le syndrome de cocaïne, chez les musulmans arabes hors bédouins, vous avez la thalassémie et selon les localités, l'ataxie l'angioextasie. Les bédouins, c'est simplement parce qu'il y a d'autres maladies, c'est des populations très endogames, donc vous avez d'autres maladies que l'arthrogrypose, ataxie télangiectasie, Batter syndrome. Donc il y a une espèce de... Alors ça, c'est parce que c'est un pays, effectivement, où les communautés sont relativement ou fortement séparées. Et donc ceci, c'est la liste des pathologies pour lesquelles le dépistage est pris en charge par l'État. Voilà, donc je reviens sur ce papier. Ça, c'était pour des maladies particulièrement fréquentes dans une population donnée, mais ce papier de Stephen Kingsmore suggère que finalement, quand vous avez 500 maladies rares, ça finit quand même par faire pas mal d'enfants atteints, et donc maintenant, le dépistage à haut débit peut permettre effectivement d'appliquer non simplement pour des populations où il y a une maladie particulièrement fréquente, mais pour des maladies rares, mais un grand nombre de maladies rares, avec effectivement ces questions, voilà, aussi, parce que quand on a 500 gènes, la question c'est qu'il y a des maladies pour lesquelles on connaît moins de choses, c'est pas comme la mucoviscidose, et on va se trouver avec peut-être des variants dont on n'est pas sûr de leur effet pathogénique. Quelle est la limite des pathologies qu'il faudrait dépister de celles qu'il ne faudrait pas dépister. J'avais parlé, par exemple, de la surdité, c'est une question. Si effectivement un tel dépistage était autorisé, comme je vous dis, en France, il est déconseillé par... est-ce que ça serait une prise en charge publique, mais donc un coût supplémentaire initial pour la sécurité sociale, ou initiative individuelle et donc d'une certaine manière à deux vitesses. Et ce que j'essaie de dire souvent, c'est que ce qu'on a besoin, c'est finalement d'études pilotes qui permettent de voir quels sont les problèmes soulevés pour chacune de ces choses-là, quelles sont les demandes des personnes dans la population, et finalement aussi une estimation du coût par couple détecté. Et je vais ça c'est juste pour dire qu'effectivement, par exemple, des gens comme Kaiser Permanent, il y avait au moins trois communications à l'ASHG en 2015, là, au mois d'octobre, sur effectivement ce diagnostic préconceptionnel par séquençage génomique, sur effectivement l'impact économique, sur comment est-ce qu'on retourne les résultats aux patients, aux couples, sur l'effet psychosocial chez les patients si on trouve des mutations, etc. Donc il y a toute une chose. Et alors là, je vais parler... Oula, j'ai encore un quart d'heure de quelque chose dont il y a une discussion dans le monde où, avec mon collègue et ami Patrick Gaudret, qui fait lui partie effectivement du Comité national d'éthique, où on parlait des tests génétiques à la demande direct to consumer, c'est-à-dire qui ne passent pas par une prescription médicale, qui ne passent pas par éventuellement un conseil génétique fait par un médecin, et où lui était très contre l'autorisation de ces choses-là en France, c'est interdit. Et moi, je donnais des exemples où je pensais que
finalement, c'est quelque chose qu'on devrait permettre. Et en fait, il y a eu plusieurs compagnies qui ont commencé à proposer des tests génétiques, ce qu'on appelle direct to consumer. Il suffisait d'envoyer de la salive à la compagnie et elles allaient vous faire un certain nombre de tests génétiques. Beaucoup de ces compagnies ont capoté et celle qui est restée, c'est une compagnie qui est très liée à Google, puisqu'elle est, son centre est à quelques centaines de mètres du centre de Google, et celle, Anne Wojcinski, qui a créé 23andMe, était, elle ne l'est plus, mais la femme d'un des deux fondateurs de Google, Sergey Brin. Donc c'est une compagnie très liée à Google et qui a proposé effectivement toute une série de tests génétiques, soit en partie des tests porteurs de mutations, par exemple, telles que la mucoviscidose, soit aussi de facteurs de risque pour des maladies communes ou des variants liés à des différences pharmacogénétiques, c'est-à-dire dans le métabolisme de médicaments. Avec des prix qui sont devenus de plus en plus cassés, puisque ce qui était au départ coûtait $500, en 2010 ne coûtait plus que $99, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, quand cette DA a été faite, c'était 500 000, il y a plus d'1 million de personnes qui ont été testées. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que c'est scandaleux? Est-ce que c'est dangereux pour l'individu, le système de santé, la société? Ou est-ce que c'est une liberté? Est-ce qu'il y a des informations utiles ou inutiles? Et je précise que je n'ai pas de conflit d'intérêt, puisque je n'ai pas d'intérêt dans 23andMe. Alors, ceci dit, pour tester finalement quel est l'intérêt de 23andMe, j'ai décidé de me faire tester pour voir finalement qu'est-ce qu'on apprend quand on se fait tester par 23andMe. Et donc, une des premières choses, il vous teste pour un certain nombre de mutations fréquentes. Ce n'est pas toutes les mutations responsables de cette longue liste de maladies, c'est simplement quelques-unes des mutations les plus fréquentes, mais notamment les 30 mutations les plus fréquentes pour la mucoviscidose, 3 mutations, les gènes de cancer du sein particulièrement fréquentes chez les juifs ashkénazes, les mutations de la maladie de Gaucher, etc. Bref, et j'ai eu la surprise, effectivement, de voir, donc ça c'est le résultat sur Internet que je peux trouver pour moi, que j'étais effectivement porteur de la mutation la plus fréquente responsable de mucoviscidose. Donc c'est quelque chose que je n'avais jamais, je n'avais aucune notion familiale de mucoviscidose dans la famille, mais c'est une information. J'avais une fille qui était encore intéressée par avoir des enfants, et je lui ai suggéré quand même de se faire tester également pour savoir si elle était porteuse, parce que si elle était porteuse, il fallait tester le conjoint. Donc ça, c'était... Bon, ensuite, j'avais aussi, mais ça c'est une maladie beaucoup moins grave, et je ne suis qu'hétérozygote, pour la fièvre méditerranéenne familiale, ce qui ne fait que confirmer mon origine de population. Voilà, et puis le reste, je n'avais aucun des variants liés à cette maladie. Donc c'était déjà une information que je trouvais intéressante, et alors il me précisait que j'ai une copie de cette mutation delta F508. Quelqu'un qui a une copie de cette mutation, en général, n'a pas la mucoviscidose, mais il peut éventuellement passer la mutation à son offspring. Donc c'était une information en disant voilà, qu'il pouvait y avoir des choses à voir par rapport avec la mucoviscidose. Puis il y a aussi des facteurs de risque pour d'autres maladies. Alors des maladies communes, donc ça c'est plus des mutations monogéniques, mais j'avais trouvé c'est intéressant d'apprendre que finalement j'avais un risque, et j'avais pu vérifier que c'était des choses qui étaient tout à fait sérieuses, un risque élevé d'avoir une dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est une forme assez sévère
de cécité donc, liée à l'âge, et qu'effectivement, si le risque d'avoir une dégénérescence maculaire est estimé aux environs de 7% au niveau de la population, en fonction des variants génétiques que j'avais, et qui, c'est des choses solides, je sais que c'est des choses qui ont été très répliquées dans la population, le risque était d'environ estimé à 45%. Alors, ce 45% peut être discuté, mais enfin, j'avais un risque nettement plus élevé. Alors, on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Dégénérescence maculaire liée à l'âge. Déjà, on peut arrêter de fumer. Il se trouve que je ne fume pas, parce que c'est quelque chose qui est moins connu, mais le fait de fumer augmente d'un facteur de 2 le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc on peut se dire que si on a un risque élevé, ça pourrait peut-être encourager les gens à arrêter de fumer. Ceci dit, comme il y a tous les arguments sont que de toute façon, que ce soit pour le cancer de la vessie, pour le cancer du poumon, pour le cardiovasculaire, il vaut mieux s'arrêter de fumer. Donc c'est pas très très fort comme etc. Ça m'a conduit quand même à aller faire un fond d'œil correct pour voir si j'avais pas des choses débutantes. Et puis maintenant, il y a au moins pour une des deux formes de dégénérescence maculaire liée à l'âge des traitements. Donc on peut se dire que peut-être savoir qu'on est à risque et se faire mieux surveiller peut être intéressant. Alors après ça, le reste, c'est pas très très intéressant parce que savoir qu'on a un risque de diabète de type 2 qui est calculé à 35%, alors que l'average, la moyenne, c'est 26%, ça n'a aucun intérêt, d'autant plus qu'en fait, c'est pas vraiment exact, parce que ça dépend tout à fait de quels sont les marqueurs qui sont testés. Autant pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, où il y a quelques variants qui ont un effet fort, ça a un sens. Ici, pour tout le reste, ou quasiment, ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, ils ne testent qu'une partie des variants qui influent sur le risque de la maladie, et donc si on teste d'autres variants, on va trouver un autre risque, donc tout ça, ça n'a pas d'intérêt. Alors simplement aussi, c'est amusant, ils ont un système d'étoiles comme le guide Michelin. 4 étoiles, c'est des données très sérieuses sur des grandes cohortes et qui ont été répliquées. 3 étoiles, c'est des données sur des grandes cohortes, mais ils jugent qu'il n'y a pas eu de réplication. 2 étoiles, c'est des petites cohortes, et 1 étoile, c'est carrément pas intéressant. J'y reviendrai. Voilà, donc ça c'était, et vous avez le résultat pour les différents gènes, et chacun contribuant sur une augmentation du risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, quelque chose qui est très discuté, c'est il y a un variant qui est le variant dans le gène ApoE, le variant ApoE4, qui a un facteur de risque important pour la maladie d'Alzheimer. Il y a une grosse discussion, enfin, il y a même, je dirais, quasiment pas de discussion. On pense que c'est un variant qui n'a pas d'intérêt clinique à l'heure actuelle, prédictif, parce qu'on peut avoir le variant ApoE4 et ne pas avoir de maladie d'Alzheimer, on peut ne pas l'avoir et avoir une maladie d'Alzheimer, ça change simplement le risque. Quand on est homozygote, le risque devient très, très important. Mais ce qui, pour moi, n'a pas d'intérêt dans une politique de santé, on peut se dire, c'est-à-dire de conseiller qu'il faut faire le test, ça effectivement, je pense que c'est absolument pas. Par contre, si quelqu'un a envie, à partir d'un certain âge, de savoir si oui ou non il a ce facteur de risque, moi je ne vois pas pourquoi on lui interdirait, mais ça peut se discuter. Et puis, il y a aussi ici, donc moi il se trouve que je n'ai pas le facteur 4, donc j'étais content. J'ai un risque un peu diminué de maladie d'Alzheimer, qui n'est plus que de 5% au lieu de 7% pour la population générale. Et puis alors, là, un cas intéressant sur la thrombophilie, la probabilité de faire des thromboses veineuses, où là aussi, je n'ai pas les facteurs de risque, donc j'ai un risque diminué. Et là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on va dire, oui, mais finalement, à quoi ça sert ce test? Et c'est vraiment un des tests qui est un des variants génétiques qui est bien connu comme prédisposant à des thromboses veineuses quand on est porteur, effectivement,
d'un variant qui est fréquent dans la population, qui est présent dans 20% de la population, qui s'appelle le facteur 5 Leiden. Et donc ça montre, alors c'est valable pour les femmes, vous verrez tout de suite pourquoi, une femme qui n'a pas la variation facteur 5 Leiden et qui ne prend pas de contraceptifs oraux a un risque de thrombose de 0,8 sur 10 000 par an. Si elle prend un contraceptif oral, la pilule, alors ça dépend probablement, est-ce que c'est de la pilule de 4e, 3e ou 2e génération, mais enfin, disons, en moyenne, ça augmente le risque de 4 fois. Alors, on peut se dire, augmentation du risque de 4 fois, c'est beaucoup. Mais ça reste 3 sur 10 000. D'accord ? D'avoir une thrombose veineuse. Ça peut être une simple phlébite. Donc, on peut se dire une augmentation de 4 fois, c'est beaucoup, mais ça reste rare. Si elle ne prend pas de contraceptif oral, mais qu'elle a un variant facteur 5 Leiden, vous voyez que ça multiplie aussi par 5 à 6, ou à peu près 6 fois, le risque. Et si elle prend un contraceptif oral et le facteur 5 Leiden, vous voyez que le risque a été multiplié par 30. Alors là, on peut se dire, oh là là, 30, c'est énorme. Il faut faire quelque chose. Sauf que finalement, on ne fait rien, parce que même 30, ça veut dire 25 sur 10 000. C'est pas encore, sauf que 25 sur 10 000, mais pour un médicament qui est pris par 10 millions de personnes, ça fait quelque chose. Et alors, il y a quelque chose qui est intéressant avec ça, c'est quand vous regardez le rapport de l'Agence de biomédecine en 2014, l'examen génétique qui est le plus fait en France, remboursé par la Sécurité sociale, c'est le test facteur 5 Leiden. 143 000 tests en 2013, ou en 2014, pardon. C'est beaucoup plus que n'importe quel autre test génétique. Alors on va se dire, si on fait ce test, c'est parce que ça sert à quelque chose. Sauf que quand vous discutez avec les spécialistes, il n'y a à l'heure actuelle pas de recommandation sur que faire si on a un facteur 5 Leiden. Est-ce que, par exemple, il faut interdire la pilule ? Est-ce qu'en fait, avant de prescrire la pilule, il faudrait faire le test ? Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit à la jeune femme ? Vous avez facteur 5 Leiden, il faut que vous preniez un autre moyen contraceptif ou plutôt une autre pilule, etc. Donc, à l'heure actuelle, si on discute avec vraiment les meilleurs spécialistes, ils vous disent que comme il n'y a pas de recommandation de bonne pratique en cas de test positif, ce test qui est fait, et qui coûte sans doute assez cher à la Sécurité sociale, n'a aucun intérêt. Parce que ça n'aurait d'intérêt que si ça débouchait sur des recommandations. Alors, donc c'est simplement pour dire que même si on peut dire, voilà, 23andMe, il y a des tests qui n'ont pas d'intérêt médical, mais là, en France, payés par la Sécurité sociale, on a aussi des tests qui n'ont pas un grand intérêt médical, simplement comme ils peuvent être faits par tous les labos et par des labos privés. Il y a 70 labos qui font ce test, donc ça pousse un peu, sans doute, à la consommation. Je vais... Alors, c'est simplement... Donc, 23andMe, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont inscrites pour se faire génotyper par 23andMe, et ils ont commencé à leur proposer de dire, mais voilà, dites-nous un peu ce que vous avez eu comme maladie ou comme trait, est-ce que vous avez les cheveux bouclés ou pas, est-ce que vous êtes chauve ou pas, est-ce que vous avez eu un cancer du côlon ou pas, est-ce que vous avez eu telle ou telle maladie. Et notamment, ils ont fait toute une étude sur est-ce que vous avez eu la maladie de Parkinson.
Alors là, ils ont un peu stimulé pour avoir plus de cas parkinsoniens. Et alors, ce qui était très intéressant, parce qu'au début, les gens ont dit, mais ça ne va jamais marcher. Vous avez, les gens vont dire, oui, j'ai la maladie de Parkinson ou je ne l'ai pas, sans qu'il y ait un médecin qui ait vraiment vu, est-ce que c'est vraiment la maladie de Parkinson, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il raconte des salades, etc. Et ils ont quand même mouliné les résultats en comparant donc les variants dans le génome chez 3400 de des gens qui avaient été chez eux qui disaient qu'ils avaient la maladie de Parkinson et 30 000 contrôles qui sont les clients qui ont payé pour être contrôle. Hein. Finalement, ils font une étude, ce qui est en général une étude très chère, c'est l'étude de Genome Wide Association Study, et où là, finalement, les contrôles, ils ont payé pour se faire tester. Ce qu'ils ont montré, que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils répliquent exactement tout ce qui a été fait dans des études beaucoup plus chères sur quels sont les variants à risque, avec des données qui sont extrêmement similaires à ce qui a été publié, plus de trouver des choses qui n'avaient pas été encore publiées parce qu'ils avaient plus de patients analysés que n'importe quelle autre étude. Donc tout va bien pour 23andMe, jusqu'au mois de novembre 2013, où la Food and Drug Administration, qui est responsable de tout ce qui concerne les médicaments, les tests médicaux, etc., leur dit, vous proposez des tests médicaux qui n'ont pas été validés, vous n'avez pas le droit, vous devez arrêter. Alors apparemment, il leur avait dit déjà depuis longtemps, écoutez, ça ne va pas, il faut que vous disiez mieux pourquoi que vous avez validé ces tests médicaux, etc. 23andMe n'avait pas rien fait. Et donc, en novembre 2013, la FDA oblige 23andMe à arrêter de proposer les tests à visée médicale. Donc, les tests porteurs de mutations ou les tests de risque, etc. Et ils expliquent que votre produit est un test, donc ce qu'on appelle un device, parce qu'il est fait pour le diagnostic de maladie ou aider au traitement ou à la prévention d'une maladie. Donc, c'est des tests qui rentrent dans ce qui doit être régulé par la FDA, que ce soit le carrier status, les health risks, drug response, d'autant plus que vous dites que grâce aux résultats de 23andMe, il y aura une prévention possible qui permet, ça c'était la pub de 23andMe, qui pourra être fait pour prévenir des maladies telles que le diabète, maladie coronarienne et cancer du sein. Et il dit, voilà, on vous a déjà expliqué à plusieurs occasions qu'il faudrait que vos tests soient validés et reçoivent une approbation, ce qui n'est pas le cas, donc vous n'avez plus le droit de les faire. Alors ils ont dû arrêter parce qu'effectivement sinon ils allaient se faire taper financièrement sur les doigts. Alors il y a des gens qui ont dit mais nous on veut garder des utilisateurs en disant il faut nous laisser la liberté de faire ce qu'on veut et que la FDA n'aide pas au fait que les médecins, qui pour le moment ne comprennent rien à la génétique, devraient découvrir comment effectivement ils peuvent utiliser ça pour le bien de leurs patients. Bon, discussion. Mais en attendant, 23andMe n'avait pas le droit de continuer aux États-Unis, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au Canada, où la loi n'est pas la même, mais quand même en diminuant le nombre de rapports sur les genetic risk factors. Et par exemple, je vous avais parlé de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, n'est plus dans ce qui est proposé pour les Canadiens, ce que je trouve regrettable. Alors, comme j'avais dit pour le diabète, c'est tellement fonction de quel est le marqueur qui est testé par rapport aux marqueurs qui ne sont pas testés, mais je trouvais que c'était intéressant pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Mais en tout cas, ils proposent des choses donc, au Canada, avec des controverses dans certains journaux, où on dit ça ne devrait pas être autorisé au Canada, controversial genetic self-testing.
Il le propose aussi en Angleterre, donc 1er décembre 2014, où alors qu'on discutait beaucoup sur, par exemple, ApoE, le facteur de risque Alzheimer, qui est un facteur de risque qui est bien connu, mais est-ce que vraiment ça a un intérêt de savoir à l'avance? Il continue à le proposer. Il continue à proposer aussi les mutations BRCA1. Voilà. Non, elles ne sont pas ici. Je ne me rappelle plus. Voilà, ici, BRCA1, les 3 mutations ashkénazes. Alors, ça, c'est par exemple justement quelque chose où beaucoup de médecins disent écoutez, ce n'est pas possible de donner par Internet, sans consultation médicale, un diagnostic qui a autant d'importance pour le futur qu'un diagnostic de mutation BRCA1. Donc, il y a une étude qui a été faite, alors, par 23andMe, mais avec le département génétique de l'Université de Stanford. Il faut dire que la même personne était professeure de génétique médicale à Stanford et était conseillère à 23andMe, c'est Uta Franke qui a été... Mais enfin, je pense que c'est un article sérieux. Et donc, ils ont fait vraiment une étude. Ils ont identifié à l'époque sur 115 000 patients qui avaient accepté de participer aux recherches, donc de donner des informations. Ils avaient trouvé 204 porteurs de mutation BRCA1. Alors, à ce moment-là, en fait, pour BRCA1 comme pour Alzheimer, il y avait un truc, quand vous aviez accès à vos données, il vous disait, attention, pour ces données-là, c'est des données sensibles, lisez d'abord l'explication pour savoir si vous voulez vraiment savoir ou pas. Pour tout le reste, il vous donnait les informations, mais juste BRCA1 et Alzheimer, il vous disait, attention, c'est sérieux, il faut quand même lire. Et là, ce qu'ils avaient trouvé, c'est que 80% des femmes avaient décidé de regarder quand même quel était le résultat. Et donc, ils ont interrogé un groupe de ces personnes qui ont eu un résultat de mutation par rapport à un groupe contrôle de ceux qui n'avaient pas eu la mutation. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Alors, c'est un peu compliqué, mais ils disent d'une part, il n'y a aucune femme qui a eu vraiment des effets désastreux du point de vue psychologique. La plupart de ces femmes sont allées ensuite chez un médecin pour avoir un conseil, et 4 ont déjà entrepris sous contrôle médical et après confirmation des stratégies pour réduire le risque, soit par mastectomie, soit par ovariectomie. Et puis aussi que celles qui ont été, ou celles qui ont été trouvées porteurs, ont communiqué ça à la famille, ce qui a permis de trouver, parmi 30 apparentés testés, 13 nouveaux porteurs. Et ce qu'ils disent ici, c'est que all but one, donc il y a juste une personne sur 32 qui a trouvé que finalement c'était une mauvaise chose d'avoir appris d'avoir cette mutation, mais que toutes les autres finalement étaient plutôt heureuses d'apprendre ça plutôt que de ne pas le savoir et de l'avoir. Donc il disait ici que c'était finalement plutôt positif. Et voilà, donc c'est un papier qui dit, voilà, ça c'est aussi sur 11 femmes ici, où il y a un certain nombre d'actions qui ont été planifiées pour diminuer le risque de cancer chez elles. Alors, juste pour... ça c'était 2014, mais 2015, juste je vous montre ça parce que ça montre aussi ce qui est absolument interdit donc en France, direct consumer, que finalement, maintenant, ça intéresse beaucoup l'industrie pharmaceutique, parce que finalement, ils ont une base de données sur 1 million de personnes
Et ce 1 million de personnes, il y en a beaucoup qui acceptent de donner des informations sur leur santé simplement pour contribuer à la recherche sur les maladies. Ils ne reçoivent aucun bénéfice, mais donc une collaboration avec Pfizer pour la recherche sur une maladie auto-immune, le lupus, une autre collaboration avec Pfizer pour de la recherche sur la maladie de Crohn et les autres maladies inflammatoires intestinales. Et puis finalement, 23andMe a décidé qu'ils allaient développer maintenant de la recherche thérapeutique chez eux. Et ils ont recruté, en mars 2015, un type qui est extrêmement connu, qui a eu ce qu'on appelle un pré-Nobel, Lasker Award, pour ses recherches en neurosciences, et qui était dans une boîte très connue qui s'appelle Genentech. Et donc, Richard Scheller vient à 23andMe pour développer, à partir de leur base de données, et ils ont levé 115 millions de dollars de fonds pour faire ça, pour développer des aspects de recherche translationnelle. Voilà, donc je trouve que c'est une histoire intéressante. Et puis finalement, maintenant, la FDA a autorisé 23andMe à remettre au moins une partie de leurs tests sur le marché, mais c'est 35 des 250 initiaux, et c'est beaucoup moins qu'avant, et même moins qu'au Canada et au Royaume-Uni. Et je vais juste terminer 5 minutes. Il y a les aspects récréationnels, et je vais vous donner ces dias qui viennent d'un de mes postdocs, à qui j'avais parlé de 23andMe. Et vous avez, dans ce qu'on appelle la génomique récréationnelle, vous avez aussi la possibilité qu'il vous laisse de comparer votre génome au génome des 1 million de clients. Et il vous donne la liste des personnes, souvent anonymes mais quelquefois qui donnent leur nom, dont le génome est le plus proche, a le plus d'homologie avec le vôtre. Et donc, mon postdoc, Florent Collin, était d'une famille dont le père avait fait un arbre généalogique tout à fait impressionnant, famille alsacienne, et il avait un arbre généalogique très, très, très complet, remontant très loin, et où il savait que vers la fin du 19e, il y avait une partie de la famille qui était allée émigrer aux États-Unis, et puis ils avaient complètement perdu, ils savaient sur quel bateau ils étaient partis, mais ils ne savaient plus du tout ce qui était arrivé. Et donc, mon postdoc fait le test 23andMe, et là, il vous donne, ça c'est lui, voilà, et puis il donne un certain nombre d'informations. On peut donner son nom, on peut ne pas donner son nom, mais il y en a qui décident de donner leur nom. Et ils s'aperçoivent qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont un génome qui ressemble un peu, on pourrait se demander est-ce que c'est vraiment significatif. On a la possibilité d'envoyer un mail à ces personnes par l'intermédiaire de 23andMe. Si eux n'ont pas envie de répondre, vous ne savez pas où ils habitent, vous n'avez pas leur email. Mais certains ont répondu, et finalement, ils se sont trouvés des cousins au 5e degré qu'ils ont pu valider. Et voilà le nouvel arbre généalogique où ils ont trouvé que parmi les personnes qui s'étaient fait tester par 23andMe, il y avait 2 branches qui avaient émigré aux États-Unis et dont ils ont pu établir, mais parce que chacune de ces branches avait quand même un arbre généalogique très précis, qui permettait effectivement de valider que cette homologie génomique n'était pas juste le fait du hasard, mais était effectivement la démonstration d'une reconstitution, si vous voulez, de la famille. Donc ça, c'est un aspect
récréationnel, mais qui peut être assez marrant. Par contre, moi, je n'ai pas trouvé de cousin, mais ça serait trop long pour en parler, donc je n'en parlerai pas. Et vous voyez que j'ai encore beaucoup de choses, mais tant pis. Juste for the fun, parmi les découvertes qu'a fait 23andMe, il y a une découverte que j'ai trouvée intéressante. Alors, les 3 étoiles, mais parce que c'était, mais ça a été répliqué depuis. Asparagus Metabolic Detection, et j'avais trouvé ça très marrant, parce que je peux dire comme ça qu'il y a un variant dans le génome qui fait qu'il y a des personnes qui sont incapables de comprendre une page à la recherche du temps perdu, du côté de chez Swann. Et cette page décrit de manière magnifique les asperges. Et vous voyez, l'épi finement pignoché de mauve et d'azur se dégrade insensiblement jusqu'aux pieds, encore souillés pourtant du sol de leur plan par des irisations qui ne sont pas de la terre. Enfin, une très très belle description des asperges. Et où il termine, voilà, ces ébauches d'arc-en-ciel, cette extinction de soir bleu, c'est du Proust, cette essence précieuse que je reconnaissais encore quand, toute la nuit qui suivait un dîner où j'en avais mangé, elles jouaient dans leurs farces poétiques et grossières, comme une féerie de Shakespeare, à changer mon pot de chambre en un vase de parfum. Eh bien, il y a des gens qui, quand ils mangent des asperges, ne sentent pas. Et donc, toute la question importante, c'était de savoir, est-ce qu'ils ne sentent pas parce qu'ils ne métabolisent pas les asperges et donc leur urine n'a pas d'odeur, ou est-ce que c'est parce qu'ils ne perçoivent pas cette odeur? Et comme en général, on n'en parle pas, et qu'on ne demande pas d'aller vérifier, écoute, est-ce que toi tu sens quelque chose, parce que moi je sens rien, surtout que quand on sent rien, on ne sait même pas, sauf d'avoir lu Proust, qu'on est censé sentir quelque chose. Eh bien, 23andMe, en posant simplement à ses clients la question, quand vous mangez des asperges, est-ce que votre urine sent le chou fermenté, ou oui, non, ou je ne mange jamais d'asperges, c'était les 3 réponses possibles. Ils ont trouvé, par ces techniques de Genome-Wide Association Study, un endroit du génome, au bout du chromosome 1, où, avec une puissance statistique, enfin une signification statistique de 10 puissance moins 23, donc c'est absolument hyper convaincant, c'est ce qu'on appelle, c'est plus une Manhattan plot, il n'y a qu'un seul gratte-ciel, voilà. Et dans cette région, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toute une série de récepteurs à l'odorat. Et donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y a un variant qui fait que certaines personnes ne perçoivent pas l'odeur particulière des composés soufrés qui sont les métabolites de l'asperge. Et donc, ces personnes ont des difficultés à pouvoir comprendre cette page de Proust, parce qu'ils se demandent, mais de quoi il parle avec cette féerie shakespearienne qui change le vase de nuit en vase de parfum. Voilà, je crois que j'ai terminé. Voilà, c'est juste poser des questions. Vous avez peut-être compris où vont mes préférences, mais voilà, la question, est-ce qu'il est vraiment justifié d'interdire les tests génétiques direct to consumer en France, hors prescription médicale ou judiciaire? À l'heure actuelle, on ne peut faire des tests génétiques que prescrits par un médecin ou par un juge. La prescription médicale est-elle toujours une garantie d'utilité ou de qualité? Je crois que je vous ai montré, par exemple pour le thromboembolisme, que ce n'est pas parce que c'est un médecin qui l'a prescrit que c'est toujours utile. Donc on ne peut peut-être pas reprocher. De qualité d'interprétation aussi. Et puis, pourquoi interdire aussi les applications récréatives? Voilà. Donc j'ai été un peu trop long. Je vous remercie de votre patience. Et voilà.